Le 30 novembre 2025, quelques minutes après le lever du soleil, Buckingham Palace publiait un communiqué qui provoquait une onde de choc mondial. Meghan Markle n'était plus la duchesse de Sussex. Mais cette annonce froide et calculée n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car ce qui s'est passé derrière les murs du palais, les secrets, les trahisons, les chagrins, est quelque chose auquel on n'est absolument pas préparé. Après des années de silence, après d'innombrables attaques et humiliations publiques, le roi Charles a enfin réagi. Ce qu'il a révélé sur Meghan Markle est absolument dévastateur. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi le roi n'a eu d'autre choix que de prendre cette décision impensable. Et croyez-moi, ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée. L'annonce qui a bouleversé le monde. Permettez-moi de vous décrire ce matin du 30 novembre 2025. Le monde se réveille face à ce qui semble être une journée ordinaire, mais à l'intérieur du palais de Buckingham, l'histoire est sur le point de s'écrire. Sir Clive Aldwell, le nouveau Lord Chamberlain, s'avance vers le podium. Pas de cérémonie, pas de présentation fastueuse, aucun membre de la famille royale en vue. Juste un homme, un micro et 19 mots qui allaient tout changer. Le titre de duchesse de Sussex de Meghan Markle a été révoqué avec effet immédiat par ordre de Sa Majesté le Roi. 19 mots, C.G. Sitpilowitz. Aucune explication, aucune excuse, aucune émotion. Juste un fait brut et implacable. Pouvez-vous imaginer votre réaction en apprenant cela? Où étiez-vous? Qu'avez-vous pensé? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre première impression, car je vous garantis que des millions de personnes à travers le monde ont ressenti la même stupéfaction. Mais voici ce qui rend cette annonce si glaçante. Ce n'était pas spontané, ce n'était pas une réaction à un incident isolé. C'était l'aboutissement d'une décision mûrement réfléchie, prise dans le silence depuis des mois. Imaginez un peu. Pendant que Meghan et Harry donnaient des interviews, lançaient des projets et développaient leur image en Californie, le roi Charles, lui, préparait discrètement, méthodiquement et délibérément ce moment précis. L'absence de faste, c'était intentionnel. Où étaient les drapeaux? Où était l'apparition au balcon? Où était le cérémonial royal traditionnel qui accompagne chaque annonce importante? Disparu, délibérément supprimé. Car le roi Charles ne souhaitait pas de célébration, il voulait une résolution. Et ce silence stratégique, c'est la manière dont la monarchie s'exprime avec force, sans élever la voix. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de reprendre le contrôle. Pendant des années, la famille royale avait résisté à la tempête. Le départ, les interviews, la série Netflix, les attaques incessantes. Ils avaient conservé leur dignité, leur silence, leur engagement à ne jamais se plaindre, à ne jamais s'expliquer. Mais maintenant, la maison de Windsor ne se contentait plus de réagir. C'était tracer une ligne dans le sable. D'un côté, des siècles de tradition, de devoirs et de services. De l'autre, une ancienne actrice qui avait transformé la royauté en marchandise. Alors, la question est, qu'est-ce qui a finalement fait basculer le roi Charles? Qu'est-ce qui l'a poussé à rompre des années de silence, de la manière la plus publique et la plus dévastatrice qui soit? La signature qui a tout changé. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous parler d'un détail qui rend toute cette situation encore plus grave. Selon des sources proches du palais, le décret révoquant le titre de Meghan n'a pas été signé par un courtisan. Elle n'a pas été déléguée à un comité honorifique. Elle n'a pas été gérée par des conseillers ou des équipes juridiques. Le roi Charles l'a signé lui-même, personnellement. Vous comprenez ce que cela signifie? Cet homme croule sous des centaines de documents chaque jour. Il emploie des personnes dont le seul travail consiste à gérer les affaires officielles. Mais pour ça, pour cette décision si lourde de conséquences, il a insisté pour la signer de sa propre main. Le symbolisme est absolument indéniable. Il ne s'agissait pas simplement de protocole ou de procédure, c'était profondément, douloureusement personnel. L'équipe de communication du palais de Buckingham a choisi ces mots avec soin. Elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une sanction,
mais d'une mesure de précaution, d'une nécessité, d'une décision prise pour préserver la dignité de l'institution. Soyons réalistes. Lorsqu'un roi signe personnellement un décret déchu de son titre royal à sa belle-fille, lorsqu'il rompt avec des décennies de tradition pour faire une telle déclaration publique, lorsqu'il ne laisse aucune place à l'ambiguïté, il ne s'agit pas simplement de protection institutionnelle. Il s'agit d'un père poussé à bout. Mais voici ce dont personne ne parle. Cette décision n'est pas sortie de nulle part. Elle fait suite à une enquête de plusieurs mois qui a mis au jour un comportement récurrent qu'on ne pouvait plus ignorer. Selon des sources internes, des conseillers de haut niveau ont mené ce qu'ils qualifient d'audit interne approfondi. Ils ont examiné les déclarations publiques de Meghan, ses activités commerciales et son utilisation de ses liens avec la famille royale. Et leurs conclusions sont loin d'être uniquement problématiques. Selon leurs propres termes, il s'agissait de saper activement l'institution. Ce n'était pas un simple scandale. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Érosion. Une érosion silencieuse, persistante et calculée de tout ce que représente la monarchie. Et une fois que le roi Charles a eu une vision d'ensemble, une fois qu'il a compris toute l'ampleur de ce qui se passait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'opération secrète, ordre Dix-7A. Laissez-moi vous raconter une histoire digne d'un roman d'espionnage. Pendant que le monde entier suivait la série Netflix de Meghan et lisait des articles sur ses derniers projets, quelque chose d'autre se tramait dans l'ombre du palais. Un truc avec un nom de code, commande Dix-7A, je ne plaisante pas, au cœur du palais St. James, dans une pièce fermée à clé que la plupart des employés ne verront jamais. Une opération juridique secrète se déroulait discrètement. Et au centre de tout cela se trouvait un document sans précédent dans l'histoire royale. L'ordonnance Dix-7A n'était pas motivée par la vengeance. Ce texte n'avait pas été rédigé à la hâte sous le coup de la colère. Il s'agissait d'une manœuvre calculée, fruit d'une vision constitutionnelle et d'un besoin impérieux de préserver l'autorité de la monarchie à l'ère moderne. Pendant plus d'un an, des conseillers de haut rang avaient rassemblé des preuves. À chaque fois que Meghan a utilisé le nom de Sussex dans des contrats de divertissement, pour chaque déclaration de produits dérivés, sur chaque plateforme numérique, chaque interview où elle a mis en avant ses liens avec la famille royale a été consigné. Tout a été documenté. Et le tableau qu'ils ont dressé, d'après certaines sources, il était absolument accablant. La royauté n'était plus honorée, elle était marchandisée. C'est alors qu'entre en scène Lady Margaret Ashcombe, une juriste d'une grande intelligence, connue sous le nom d'archiviste de la couronne. Elle fut appelée à concevoir le cadre qui allait devenir l'ordonnance Dix-7A. Son approche, froide, clinique, dénuée de toute émotion. Elle ne voyait pas les personnalités, mais les précédents, travaillant aux côtés de la princesse Anne, qui mettait en garde contre ce problème depuis des années. Elles formèrent un comité clandestin chargé de redéfinir les limites de la légitimité royale. Pouvez-vous imaginer les réunions, les séances de stratégie nocturne, le poids de savoir qu'ils étaient en train de créer quelque chose qui pourrait fondamentalement changer le fonctionnement de la monarchie? Le décret Dix-7A comprenait des dispositions révolutionnaires, de nouveaux protocoles pour la révision des titres tous les 5 ans, des restrictions sur l'utilisation commerciale des associations royales et une clause de souveraineté numérique interdisant aux anciens membres de la famille royale d'utiliser des termes dérivés de la royauté dans des espaces monétisés sans autorisation formelle. Pensez-y, il ne s'agissait pas seulement de Meghan. Il s'agissait de créer un rempart infranchissable pour protéger la couronne de quiconque tenterait d'instrumentaliser un titre royal à des fins personnelles. La version finale a été achevée en septembre 2025, 2 mois seulement avant l'annonce publique. Voici un détail qui illustre la gravité de la situation. Catherine, princesse de Galles, a influencé la version finale du texte. Bien que n'étant pas signataire officiel, elle aurait exhorté les rédacteurs à adopter un ton ferme mais non vindicatif, digne plutôt que défensif. Ces modifications n'ont en rien atténué les conséquences, mais ont effacé toute trace de responsabilité personnelle. Il s'agissait d'une justice chirurgicale,
non d'une vengeance émotionnelle. Puis survint l'élément déclencheur qui accéléra tout, une proposition confidentielle pour une nouvelle série documentaire intitulée Behind the Crown, qui prévoyait, selon les rumeurs, des reconstitutions scénarisées de la vie royale, mettant en scène des versions dramatisées de membres de la famille encore vivants. Cette proposition ne parvint jamais au palais par les voies officielles. L'information leur est parvenue par le biais de fuites liées à l'enquête. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la prophétie de la reine. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus déchirante. La reine Élisabeth l'avait pressenti. Bien avant que Charles ne prenne la plume, bien avant même que le décret Dixit ne soit envisagé, la reine Élisabeth avait déjà senti la tempête se profiler à l'horizon. Dans l'une de ses dernières notes manuscrites à son fils, elle a écrit quelque chose qui résonne aujourd'hui d'une manière étrangement prophétique. Méfiez-vous de l'héritage que l'on sacrifie au spectacle. Réfléchissez-y un instant. La reine, qui avait traversé des décennies de bouleversements au sein de la famille royale, qui avait été témoin d'abdication, de divorce et de scandales, pressentait que cette situation était différente. Des sources proches de la défunte reine affirment qu'elle ne se faisait aucune illusion sur le monde dans lequel Harry s'était engagé avec Meghan à ses côtés. Elle avait déjà vu des mariages royaux mis à rude épreuve. Mais ça, c'était fondamentalement différent. Meghan ne se contentait pas de résister à la tradition. Elle la réinventait, la réécrivait et en faisait la promotion auprès du monde entier. Dans les mois qui ont suivi le départ initial de Meghan et Harry en 2020, la reine Elizabeth a commencé à correspondre plus fréquemment avec Charles par le biais de notes manuscrites remises par des conseillers de confiance. Il ne s'agissait pas d'ordre, mais de réflexion, d'avertissement empreint de conseils maternels. Un billet conservé par un haut dignitaire de la cour disait « Ce que l'on transforme en contentement, on ne l'honore plus. Ne confondez pas silence et capitulation. » Un autre, rédigé peu après l'interview d'Oprah, était encore plus direct. « On appellera cela du courage, mais nous reconnaissons le courage quand nous le voyons. Imaginez-vous à la place du roi Charles, lisant ces mots de sa mère, comprenant qu'elle avait vu exactement ce qui se passait, mais sachant que le protocole royal l'empêchait d'agir. » C'est pourtant après la diffusion du documentaire sur Netflix que la reine a pris ce que beaucoup considèrent comme son geste le plus décisif. Début 2022, quelques mois seulement avant sa mort, elle a rédigé un dernier mémorandum adressé uniquement à Charles. Le contenu n'a jamais été rendu public, mais ceux qui l'ont vu l'ont décrit comme profondément personnel et pourtant d'une grande pertinence stratégique. Il aurait donné à Charles sa pleine approbation pour prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l'avenir de la couronne, même si cela impliquait de rompre des liens qui semblaient autrefois impensables. Selon une de ces dames d'honneur de longue date, Elizabeth a visionné seule des extraits de la vidéo Netflix. Elle murmura ensuite quelque chose qui allait hanter Charles pendant des années. Se moquer des traditions n'est pas courageux, c'est de l'ignorance. Ce moment resta gravé dans la mémoire de Charles. Ce n'était pas de la colère qu'il voyait chez sa mère, mais du chagrin. Et ce chagrin commença à façonner le sien. La reine Élisabeth n'ordonna jamais d'intervention. Elle s'est convaincue que le poids de la monarchie exigeait de la patience, non de la panique. Ses conseils à Charles étaient simples mais clairs. Agir au moment opportun et non sous la pression. Et lorsqu'elle mourut plus tard dans l'année, ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Ils devinrent le guide de Charles, la preuve qu'il ne se contentait pas de réagir, mais qu'il accomplissait un héritage. La déclaration de guerre de Netflix. Parlons maintenant de ce qui a vraiment fait basculer la situation dans une spirale infernale, la série Netflix. Lors de la diffusion de ce documentaire, le palais a d'abord tenté de maintenir un silence digne, mais à huis clos. Selon des sources internes, il s'agissait ni plus ni moins d'une véritable guerre émotionnelle en 4K. Dès les premières images, il était clair que ce documentaire n'avait rien à voir avec la compréhension. Ce fut un démantèlement. La monarchie ne fut pas seulement remise en question, elle fut analysée, disséquée et critiquée sur la scène internationale, comme jamais auparavant. Et puis vint le moment fatidique.
celui qui, selon certaines sources, a ébranlé la reine Elizabeth plus que n'importe quel scandale politique. Meghan mimant théâtralement la révérence qu'elle avait faite à la reine, puis éclatant de rire. Imaginez un peu. Un geste sacré, porteur de siècles de tradition et de respect, est devenu la risée de millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais voici ce qui a le plus perturbé le roi Charles. Ce n'était pas du deuil à l'écran. Il ne s'agissait pas d'une expression émotionnelle spontanée, mais d'une stratégie. Un spectacle en 6 parties, aux arcs narratifs savamment orchestrés, au montage émotionnellement puissant et aux accusations haletantes, conçu pour susciter l'indignation, non la compréhension. La famille royale avait déjà subi des documentaires, mais jamais un de cette ampleur. Jamais un documentaire produit par l'un de ses membres. Pire encore, la série aurait utilisé des emblèmes royaux et des images privées de la famille sans autorisation express. Les armoiries du Sussex étaient omniprésentes. Intérieurs royaux, engagements privés, références à des protocoles confidentiels. Tout était réinterprété pour un effet dramatique. Chaque image semblait avoir été extraite du palais et non octroyée. Tandis que les juristes débattaient de la conformité de ces usages aux accords conclus, le roi Charles y voyait quelque chose de bien plus grave, une violation de la confiance. L'opinion publique s'enflamma. Au Royaume-Uni, les réactions furent mitigées. Certains exprimèrent de leur sympathie, tandis que d'autres crièrent à la trahison théâtrale. Aux États-Unis, l'accueil fut plus chaleureux, mais même là, des questions subsistaient quant aux intentions, au moment choisi et aux motivations financières. À Buckingham Palace, en revanche, le sentiment était plus simple et bien plus personnel. On parlait de trahison, maquillée en pixels. D'après ses proches, Charles était profondément bouleversé. Il a décrit l'émission spéciale en privé comme une véritable guerre émotionnelle, car c'est exactement ce qu'il a ressenti. Il ne s'agissait pas simplement de révélations douloureuses, il s'agissait d'attaques calculées, survenues après des mois de lettres restées sans réponse, de visites refusées et d'efforts diplomatiques pour renouer le contact. La porte ne s'est pas refermée brutalement, elle s'est refermée lentement, douloureusement, délibérément. Le père qui a tout essayé. Et voici la partie qui va vous briser le cœur. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le roi Charles n'a pas immédiatement révoqué le titre de Meghan. Il a essayé. Dieu merci, il a tout fait pour ça. Après le scandale Netflix, Charles n'a pas cédé à la colère. Il a cherché la réconciliation. Il croyait encore, peut-être naïvement, qu'un lien de sang et de souvenirs pouvait être préservé. Une lettre personnelle fut envoyée à Harry, sans en-tête officielle. Pas de sceau royal, juste un père écrivant à son fils. Les semaines passèrent. Aucune réponse. Il a réessayé, cette fois par téléphone. Directement sur la messagerie vocale. Charles ne s'est pas arrêté là. Il a demandé à ses collaborateurs de remettre une invitation. Un week-end tranquille à Sandringham. Pas de presse. Pas de protocole. Aucune obligation. Juste la famille. Mais même cela n'a suscité que le silence. Pouvez-vous imaginer être un père, essayer sans cesse de joindre son fils et ne recevoir en retour que le silence? Quand une réponse est enfin arrivée, elle ne venait pas de la voix d'Harry, mais du bureau d'un avocat en Californie. Le ton était détaché, clinique, empreint de jargon juridique. Le document abordait les questions de propriété intellectuelle et d'atteinte à la réputation. Mais il n'y figurait pas une seule fois, le nom d'Harry. Aucune excuse personnelle, aucune tentative de retrouvailles, aucun signe de reconnaissance envers l'homme qu'il avait jadis soutenu dans toutes les tempêtes de son enfance. Et dans cette absence, Charles ressentit quelque chose de plus profond que la colère. Il sentit s'éteindre la dernière lueur d'espoir. Au sein du palais, ce silence ne fut pas interprété comme la paix, mais comme une attitude de façade. La distance stratégique de Meghan, ses multiples intermédiaires juridiques, son refus de s'engager directement, tout cela en disait long. Elle n'était pas simplement absente, elle était retranchée derrière des barrières. Selon des sources proches du palais, Charles était anéanti émotionnellement. Son chagrin n'était pas théâtral, il était simplement épuisé.
Même la princesse Anne, réputée pour sa discipline inflexible, aurait dit à son frère « Si tu n'agis pas maintenant, il sera trop tard ». Le prince Edward partageait cet avis, avertissant qu'une crise d'image était devenue une crise de précédent. Plus la monarchie se laissait manipuler depuis l'étranger, plus elle perdait son autorité, sa dignité et son avenir. Et puis, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Une mise en demeure officielle des avocats de Meghan détaillant les dommages financiers qu'elle prétend subir en raison des changements prévus dans l'usage du titre de propriété. Réécoutez ça. L'équipe de Meghan a adressé au roi d'Angleterre une facture pour préjudice potentiel à son image. Ce n'est pas le contenu de la lettre qui a frappé Charles, mais sa signification. On n'a pas évoqué Harry, pas d'appel à la compréhension, seulement le calcul froid de la valeur de la marque. La monarchie avait tendu la main. Elle n'a reçu en retour qu'une facture. C'est alors que Charles a compris qu'il n'avait pas affaire à une belle-fille, mais à une marque, la marchandisation de la royauté. Parlons de ce qui se passait réellement pendant que le palais tentait de se réconcilier, car tandis que Meghan et Harry évoquaient publiquement le désir de préserver leur vie privée et de panser leurs plaies en coulisses à Los Angeles, une toute autre stratégie se mettait en place. Une machine était en train d'être construite. Les demandes d'enregistrement de marque pour Sussex Global Holdings LLC sont apparues dès janvier 2021. Les projets annoncés, des investissements dans l'édition, les médias, la mode, les plateformes numériques et le bien-être. Il ne s'agissait pas d'un retrait discret de la vie publique. Il s'agissait d'une migration orchestrée. Pour les conseillers royaux qui suivaient les répercussions, des schémas inquiétants ont commencé à se dessiner. Les griefs publics de Meghan n'étaient pas de simples défoulements émotionnels spontanés. Tout s'est enchaîné de façon synchronisée. Songez à la chronologie. Interview explosive avec Oprah. Lancement d'un livre pour enfants. Essai sur une fausse couche. Annonce d'une bande-annonce sur Spotify. Série documentaire sur Netflix. Tournée internationale de conférences. Le tout s'enchaînant les uns après les autres. Les révélations personnelles étaient immédiatement suivies de lancements de produits ou d'apparitions médiatiques. Cela donnait l'impression que la souffrance était devenue une monnaie d'échange. Et la monarchie, elle était le moteur marketing. Au cœur de cette stratégie se trouvait la marque Sussex, un nom imprégné d'origine royale, désormais détourné à des fins commerciales. Le service juridique interne du palais a tout documenté. Utilisation des armoiries royales sans autorisation, référence stylisée à la duchesse dans des contrats étrangers, événements laissant fortement entendre un soutien royal. Ce qui a alarmé les autorités, ce n'était pas seulement la fréquence, mais la constance. Il ne s'agissait pas de confusion ou de malentendu, il s'agissait d'une exécution. D'après certaines sources, un conseiller du palais l'a exprimé sans détour lors d'une réunion interne. La couronne a survécu au divorce, à l'abdication et au scandale, mais elle n'a jamais été marchandisée. Réfléchissez-y, pour la première fois en 1000 ans d'histoire, la monarchie britannique était confrontée à une menace existentielle pour laquelle elle n'avait aucun protocole. La royauté était instrumentalisée, diffusée et vendue sous forme d'épisodes numériques. Derrière les portes du palais, l'atmosphère devint pesante. L'initiative de Meghan n'était plus perçue comme une réinvention privée, mais comme une refonte de l'image de l'institution sans son consentement. Et le plus déchirant était sans doute la transformation d'Harry. Autrefois prince vif et insouciant, apportant une touche de légèreté aux cérémonies royales, il paraissait désormais replié sur lui-même, réservé et distant. Les communications avec sa famille devinrent sporadiques, puis cessèrent complètement. Les lettres de Charles restèrent sans réponse. Les invitations de William furent discrètement déclinées. La tentative de Catherine de le rencontrer en privé lors d'une visite aux États-Unis resta sans réponse. Au sein du palais, une expression commença à circuler. Il avait disparu du récit. Harry, craignait-il, était devenu non seulement distant émotionnellement, mais totalement absorbé par la marque que sa femme avait bâtie. C'était un changement non seulement de proximité, mais aussi de loyauté. La plus grande crainte de la monarchie était en train de se réaliser. Non pas que Meghan ait quitté le palais,
mais qu'elle en construise un à son image, un palais à rayonnement mondial, dominant les médias et arborant fièrement le nom de Sussex sur ses grilles. La dernière lettre, et nous voici arrivés au moment peut-être le plus bouleversant. Aux premières heures du 1 décembre 2025, soit le lendemain de l'annonce publique, un messager royal livra une lettre en Californie. Manuscrite et scellée des armoiries du monarque, elle contenait des mots que le roi Charles refusa de laisser lire à aucun conseiller ni assistant. C'étaient les adieux d'un père. La lettre avait été rédigée dans la solitude, bien après que les signatures sur le décret Dixet eurent séché. Charles avait insisté pour l'écrire lui-même, non pas en tant que roi, non pas en tant que chef d'État, mais en tant que père qui avait épuisé toutes les voies de la paix. Que disait-elle? D'après des sources qui l'ont lue, la lettre était à la fois tendre et ferme, un aveu de chagrin, un appel à la clarté, une décision prise non par vengeance, mais par nécessité. Charles expliquait à Harry que, même s'il l'aimait toujours, les mesures prises n'étaient pas dirigées contre une personne. Il s'opposait à une déformation des faits. Contrairement au communiqué de presse, soigneusement préparé selon le protocole du palais, cette lettre était dénuée de toute retenue. Elle était brute, sans filtre. Charles a reconnu avoir trop tardé à agir, espérant que Meghan finirait par revenir non pas à la famille, mais à ses valeurs. Il a évoqué la douleur causée par les moqueries, les silences stratégiques et les obstacles juridiques. Et pourtant, il a conclu par une phrase empreinte à la fois de regret et d'espoir. La porte reste ouverte au fils que j'ai connu, s'il revient un jour sans le masque. Réfléchissez-y. S'il revient un jour sans le masque. Quel masque? La marque, la performance, l'image soigneusement construite qui a remplacé le vrai Harry, celui que Charles a élevé, celui qui riait, qui servait les autres et qui créait des liens authentiques avec les gens. Voilà à quoi ressemble le chagrin d'un père. Ni colère, ni vengeance, juste la douleur silencieuse de voir son enfant devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Quelques heures plus tard, la monarchie a scellé l'événement par un geste que peu de personnes verraient. Au château de Windsor, dans une salle discrète des archives royales, 4 officiels se sont réunis, sans presse ni cérémonie. Une carte en parchemin portant l'inscription « Duchesse de Sussex » a été déposée dans le coffre-fort des archives et estampillée « Cessation par directive royale ». Ce dossier n'avait pas été ouvert depuis 1936 pour une demande de retrait de titre, et il contenait désormais un nouveau chapitre, la réponse de Meghan. De retour à Montecito, son équipe a réagi promptement avec une déclaration préparée, soigneusement formulée et au ton froid. Elle y soulignait son engagement indéfectible envers l'équité, la compassion et les valeurs familiales. De belles paroles, des paroles institutionnelles, des paroles vides de sens, car nulle part dans cette réponse il n'a été question de Charles. Nulle part il n'a été fait mention du père de Harry. Nulle part il n'y avait la moindre trace de reconnaissance du fait que cela puisse être douloureux pour d'autres que la seule Harry. Pour les initiés du palais, c'était une confirmation. Il ne s'agissait plus de famille, mais d'image, d'héritage et d'influence. Et derrière le vernis de ces mots parfaitement ciselés, le mal était déjà fait. Mais voici ce qui est fascinant. Tandis que la déclaration de Meghan faisait la une des journaux, quelque chose d'autre se tramait à l'intérieur même du palais. Les membres discrets de la famille royale prennent de l'importance, car tandis que le monde entier était obnubilé par les pertes, le palais se concentrait sur ceux qui prenaient le relais. C'est ainsi qu'est apparue Lady Louise Windsor. Alors que Meghan tournait le dos à la couronne, Lady Louise, fille du prince Edward et petite-fille de la reine Elizabeth, s'est discrètement avancée. Et elle ne s'est pas présentée sous les feux des projecteurs, ni dans la controverse. Elle s'est présentée avec une détermination tranquille. Fin 2025, on l'a vue accompagner la princesse Anne lors de ses engagements dans le Yorkshire et le Lincolnshire, assumant ses devoirs royaux non pas avec arrogance, mais avec respect. Pour le public, c'était comme le retour de quelque chose de perdu. L'humilité. La princesse Anne aurait personnellement choisi Louise dans le cadre d'une stratégie à long terme.
Elle savait que pour survivre à l'ère numérique, la monarchie devait offrir plus que la tradition. Il lui fallait continuité, authenticité et loyauté, au-delà des attraits de l'influence. Des discussions furent entamées au sein du Conseil consultatif royal concernant la restauration d'un titre autrefois promis, mais jamais pleinement accordé, celui de duchesse d'Édimbourg. L'attribuer à Louise aurait été un signal clair. L'avenir de la monarchie ne serait plus dicté par la célébrité, mais Hans été à mes espères le devoir. Et la réaction du public, elle fut immédiate et surprenante. Les sondages ont révélé une forte hausse de la popularité de Lady Louise, beaucoup la qualifiant de membre de la famille royale qu'ils auraient aimé connaître plus tôt. Là où Meghan a offert un spectacle, Louise a privilégié le silence. Là où l'une a terni l'image de la couronne, l'autre l'a préservée. Dans ce contraste, la monarchie a commencé à reprendre le contrôle de son récit. Catherine, princesse de Galles, est restée silencieuse après l'annonce, mais elle a été vue portant la broche du prince de Galles lors d'un événement caritatif pour enfants dès le lendemain, symbole discret de résilience. William, interrogé en privé, a répondu par des mots poignants. Il ne s'agit pas de qui nous aimons, mais de ce que nous protégeons. Et la princesse Anne, elle a repris ses fonctions dès le lendemain matin, sans commentaire, sans hésitation, juste sa présence. Voilà, la vérité a enfin éclaté. Le roi Charles n'a pas agi sous le coup de la colère. Il n'a pas agi par vengeance. Il a agi par nécessité. Après des années d'efforts, des mois d'enquête, après avoir épuisé toutes les pistes de réconciliation, ce qu'il a révélé ne concernait pas seulement une femme ou un titre. Il s'agissait de tracer une ligne entre servir l'institution et l'exploiter. La monarchie a survécu à cette crise, non par des déclarations fracassantes, mais grâce à quelque chose de bien plus puissant, la constance, la présence, le devoir. Et si Meghan a perdu son titre, la vraie question est, qu'a-t-elle vraiment perdu? Qu'a-t-elle jamais possédé? Car les titres peuvent être révoqués, mais l'intégrité, le caractère, l'engagement sincère envers une cause qui nous dépasse, voilà des qualités innées qu'on possède ou qu'on ne possède pas. Et aucun décret royal ne peut les octroyer ni les retirer. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, un nouvel organisme a été créé au sein du palais, le Bureau de l'intégrité de Windsor, chargé de surveiller l'usage des titres, les affiliations à des marques et le discours public. Cette initiative marque un tournant pour la monarchie, une ère où la tradition ne sera pas seulement honorée, mais activement défendue. Tandis que le roi Charles contemplait les jardins givrés de Highgrove, des témoins affirment qu'il n'a évoqué ni victoire, ni réhabilitation. Il murmura quelque chose de plus simple, de plus profond, un serment de restaurer ce qui avait été perdu et de défendre ce qui subsistait. La monarchie avait parlé, et cette fois, elle ne se tairait plus. Alors, je vous pose la question. Pensez-vous que le roi Charles a pris la bonne décision? Était-ce justice ou une réaction excessive? Et surtout, croyez-vous que Meghan ait jamais vraiment souhaité faire partie de la famille royale? Ou s'agissait-il uniquement de se construire une image? Partagez vos réflexions sincères dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui s'est réellement passé au palais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car les médias traditionnels vous cachent bien des choses. La vérité a enfin éclaté. Et elle est plus terrible que tout ce que l'on pouvait imaginer. Merci d'avoir regardé.